Investir dans le citoyen pour le développement de la République. Mais de quel citoyen parle-t-on? Combien de temps faudra-t-il pour que cet investissement soit effectif? Va-t-il clarifier le flou autour de la candidature unique de l'opposition? Quelles sont ses chances de briguer la magistrature suprême? Lui, c'est Martin Fayoulou, candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain. Restez avec nous pour en savoir plus sur lui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Enlevez mes lunettes. Comment vous allez? Très bien, merci beaucoup. On est avec lui pour 50 longues minutes et derrière moi, vous avez les jeunes Congolais qui vont intervenir à partir de la 35e minute. Et pour commencer, M. Fayoulou, vous êtes un brillant homme d'affaires. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans les affaires? Pourquoi être parti vers la politique? Je suis d'abord un homme d'entreprise, donc j'étais cadre d'entreprise. Une multinationale ExxonMobil, d'abord Mobil Oil Corporation, et qui est devenue après la fusion de deux sociétés Exxon et Mobil, ExxonMobil. Donc je suis cadre de cette entreprise. J'ai commencé ma carrière ici au Congo et j'ai continué aux États-Unis, à la maison mère de Mobil, à Fairfax en Virginie, Northern Virginia, et à Paris après 2 ans. Et après, j'ai entamé une carrière africaine, toujours avec la même société, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Nigeria, le Mali, l'Éthiopie. Et à chaque fois, je dirigeais un groupe de pays quand j'étais dans ces endroits-là. Voilà, et j'ai pensé qu'il était bien pour moi de rentrer au pays. Après 20 ans de carrière dans cette multinationale, je n'avais plus rien à démontrer. Par contre, mon pays battait de l'aile. Mon pays était devenu la risée du monde. Et c'était très difficile pour les Congolais qui vivent à l'étranger d'exhiber leur passeport, leur nationalité congolaise. Et ça faisait honte. Et je me suis dit, je suis ici, j'ai fait une brillante carrière. Je suis à l'aise, ma femme, mes enfants, et mes concitoyens et mon pays. Qu'est-ce que je vais brandir? Est-ce que mon passeport, c'est ma carte? Quand je sors ExxonMobil, les gens se disent, ils se redressent. Quand je sors mon passeport, RDC, les gens commencent à regarder 1000 fois. Je dis non, il faut rentrer chez moi. Et pour faire la politique, pour être à l'aise, je vais continuer dans l'entreprise. J'ai créé ma petite société, ma structure, qui va me donner à manger, et puis j'ai fait la politique de l'autre côté. Voilà ma carrière, voilà ce que j'ai fait, et donc je suis venu en politique. Pas que je suis venu en politique, mais j'ai commencé la politique depuis très longtemps. Depuis que j'étais ici, dans les associations, moi j'ai commencé d'abord très jeune, comme Xavérien, et après j'ai été dans des associations avec les amis. Ici, j'ai été dans une association quand je suis rentré donc de mes études d'Europe avec les amis. On avait une association qui s'appelait GLP, Groupe Logos and Praxis. On discutait sous la dictature de Mobutu, on parlait politique. On parlait politique, on parlait économie, on parlait du développement du pays. Et après, quand Mobutu a annoncé l'ouverture démocratique, le 24 avril 1990, et là, avec les amis, nous avons créé un mouvement politique, un groupe de réflexion qui s'appelait FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Et donc j'avais dans ces groupes-là, il y avait Lutundula, Christophe, il y avait Bahati, Modeste, et Albert Zamundou, Léni Londo, Marcel Lengema. Il y avait des filles, il y avait Aziza Badjoko, il y avait Claire Njoli, et beaucoup d'autres. Donc, et voilà. Et c'est avec ces groupes FDD, les GLP, pardon, les noms que je viens de citer, c'était les GLP. Après les FDD, c'est avec les groupes FDD que nous sommes partis à la conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale souveraine m'a amené au Haut Conseil de la République. Et du Haut Conseil de la République, je suis parti en expatriation. Donc, j'ai laissé tomber les FDD. Et quand je suis revenu, les choses avaient changé, les mouvements n'existaient plus. J'ai créé l'ILD avec d'autres amis, Institut pour la liberté et la démocratie. Et voilà. Et donc, ça, c'est en 2004. Et en 2005, 2006, il y a eu les premières élections. Je me suis présenté comme indépendant. Vous êtes opposant et on a l'impression que l'opposition est en train de se déchirer.
Qu'est-ce qui vous divise? Êtes-vous toujours unis? L'opposition, c'est par rapport au pouvoir en place. Vous dites que l'opposition se divise. Évidemment, notre pays, l'opposition se divise, si vous le dites, parce que vous avez aujourd'hui des gens comme les Tchibala qui sont là, de l'autre côté, ils sont au pouvoir. Ils étaient hier dans l'opposition, et vous avez d'autres avec qui nous étions, ils sont partis. Et aujourd'hui, nous sommes restés. Et vous savez que le pouvoir kabyliste, le pouvoir de l'AFDEL, est en train de copier exactement ce que les pouvoirs mobutistes faisaient, c'est-à-dire l'achat des gens, l'achat des consciences, par la corruption, par l'argent. Et si vous êtes là, dans l'opposition, on ne peut pas vous laisser tranquille. Donc ils sont obligés de venir déranger ce qui est fait, ce qui est établi. Donc c'est pour cela, vous voyez, qu'il y a, je peux appeler des élucubrations, il y a des problèmes au sein de nos structures, mais c'est que je crois que l'opposition ne veut absolument rien dire par rapport aux individus. L'opposition, c'est le peuple. Nous tous, quand on est dirigeant, on est leader politique, on n'est pas leader des moutons, on est leader des citoyens congolais qui ont, eux, une aspiration ou des aspirations, et c'est nous, leaders politiques, qui canalisons ces aspirations. La population congolaise aujourd'hui veut le changement, veut l'alternance politique au pouvoir, et nous sommes obligés d'offrir à ces peuples cette alternance, et le reste, en tout cas, ça ne me regarde pas. Face à la division chronique à laquelle on assiste et au débauchage permanent de vos compères opposants, pensez-vous que l'opposition congolaise est encore crédible? A-t-elle encore une dose de crédibilité? La crédibilité, c'est par rapport aux individus, c'est pas par rapport à une structure que vous appelez opposition. Sinon, vous direz que les partis socialistes français est-il crédible? Les républicains sont crédibles parce que Macron était apparenté socialiste et le parti socialiste s'est déchiré. Donc ce sont les individus. C'est la même chose ici, mais là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que l'argent, la corruption, les achats des consciences, et c'est ça qui fait mal dans notre pays. Donc les gens ne sont pas eux-mêmes face à l'argent et ils sont comme, vous avez vu au stade Tata Raphaël le samedi dernier, ils sont comme des chiens de Pavlov qu'on a mis dans des cages et affamés, et quand on tend un morceau de viande, ils bavent. C'est la situation. CC vous a battu parce que vous avez eu 4000 manifestants et eux ont fait le plein du stade. Madame, si vous posez des questions, soyez journaliste et professionnel. Dites que la police a dit ça. Vous avez vu au stade de Tata Raphaël 180 000 personnes? Vous avez vu 180 000 personnes? Ce sont les estimations de la police. Alors, et vous acceptez ça? Le stade de Tata Raphaël contient combien de personnes? Du moment qu'on y est, 35 000 personnes. Pardon? 35 000 places. Alors, et comment un stade de 35 000, 40 000 places peut aller contenir 180 000 personnes? Un. Deux, vous avez vu les gens, les nombres de personnes qui s'étaient en train donc, de marcher le long du boulevard Lumumba le vendredi 26 octobre à Kinshasa. Quand on était encore au commissariat, donc au 12e rue Lumété, il y avait déjà qui avaient atteint le boulevard Sendoué. Et vous voulez parler de 4000? J'étais à l'église ce matin, mon église prend 5000 personnes. Et quand je regarde l'église de 5000 personnes, ok, et je vois là 4000 personnes, non, écoutez, soyons sérieux, soyons sérieux. Donc, les problèmes, mais lesquels? Je pensais que vous alliez me dire, mais écoutez, ils ont rempli les stades avec les fonctionnaires, avec l'argent de l'État, avec les bus réquisitionnés. Vous avez vu les programmes de bus, vous avez vu les itinéraires qui débouchaient tous sur le stade de Tata Raphaël, avec les fonctionnaires à qui on a dit que si vous ne venez pas lundi, vous êtes licenciés,
avec des gens les jeunes gens qui sont partis se disputer pour l'argent, et avec avec ceux qui étaient dans le bus au retour. Moi, j'aurais voulu voir ici, vous me balancez, parce que c'est dans les réseaux sociaux, des jeunes gens qui se distribuent l'argent, ou qui se disputent pour l'argent. Des jeunes gens dans le bus qui sont en train de dire « Toboyi machine à voter, toyagi ponambongo ». Nous ne voulons pas de la machine à voter, nous sommes venus pour l'argent. Mais c'est ça. Alors, si vous me dites, et me dire que, balancer les images que vous avez vues sur notre marche, et dire que les gens sont venus d'eux-mêmes, sans forcer, nos militants qu'on a demandé, à qui on a demandé de venir, et qui sont venus. Donc, s'il vous plaît, c'est pour cela que nous demandons que nous allions aux élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est là où le match, pourquoi les gens ne veulent pas jouer un match franc, un jeu clair avec les règles de jeu prédéterminées. Les règles de jeu sont prédéterminées dans la loi électorale, c'est clair. Que dit la loi électorale? Il faut le savoir. Les règles de jeu sont déterminées dans les calendriers électoraux. Que dit les calendriers électoraux? Alors, si vous vous imposez d'autres règles qui ne sont pas connues des autres, donc il y a quelque chose que vous cachez. Donc ne venez pas. Dites-moi, mais j'aurais voulu que vous puissiez me dire, que pensez-vous du fait que les gouverneurs ont quitté leur poste pour venir ici au stade? Ils ont acheté des billets avec l'argent de qui? Ça, c'est un fait privé. Qui a financé leurs billets? Qui a financé leur séjour ici? Comment ils se sont comportés? Mais ça, est-ce que nous sommes encore des gens normaux qui réfléchissent et qui ont honte, qui peuvent avoir honte, qui ont une dignité, qui ont l'amour de soi? Malheureusement, que les ridicules ne tuent pas. Ou heureusement que les ridicules ne tuent pas. Et si ça tuait, on aurait eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, on serait dans les morgues de Kinshasa en train de sortir des corps. Non, s'il vous plaît, il y a une tricherie. Mais c'est même gauche, c'est malsain. C'est nauséabond de voir ce que nous avons vu au stade, ce que nous avons vu. Nous avons fait un meeting le 29 septembre dernier. Ils ont dit que tous les bus comment s'appelle encore la société Transco étaient en entretien. Tout le bus. Est-ce qu'on peut entretenir tout le bus en un jour? Et le lendemain, le bus était dehors. Et hier, pourquoi le bus n'était pas en entretien? Donc, nous sommes là. Vous avez un pouvoir qui utilise les trésors publics pour son compte, pour le compte des individus, pour un fait privé. Non. Mais Dieu merci, les jeunes Congolais, les jeunes Quinois ne se sont pas fait avoir. Ils ne sont pas dupes. Ils ont démontré qu'ils sont partis pour chercher l'argent et après ils les ont insultés copieusement. Moi, j'aurais très honte qu'on m'insulte comme ça, comme j'ai vu hier, et qu'on me dise que non, nous sommes venus pour les 3 000, pour les 5 000, pour les 10 000, pour ceux qui pouvaient avoir les 10 000. Ça, c'est extrêmement grave. Est-ce qu'on peut encore s'élever et dire que je m'appelle Tartampion, je m'appelle Kingandi ou Songolo, et que j'ai encore des raisons de faire la politique? La politique n'est pas une affaire de médiocres. La politique n'est pas une affaire où les gens viennent pour se satisfaire et pour trouver de l'argent. La politique, c'est la gestion de la cité, l'affaire des meilleurs qui ont quelque chose à donner pour développer la société. Sinon, regardez là où nous sommes. Je viens de Pretoria. Allez revoir Pretoria. Pourquoi Kinshasa n'est pas comme ça? Pourquoi la Gombe n'est pas comme ça? Pourquoi Kalamu n'est pas comme ça? Pourquoi nous sommes à cet état de bestialité aujourd'hui au Congo, de pauvreté avancée, alors que nous sommes un des pays les plus riches du monde potentiellement? Si vous regardez, vous mettez comme ça 5 pays où Dieu a déposé, des talents, des choses. Parlons de paraboles de talents. Nous sommes là, nous sommes parmi les 5. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Nous sommes les plus pauvres de la planète. Quelle honte! Quelle honte! Vous avez foi en la candidature unique de l'opposition? Oui, vous aurez la candidature commune de l'opposition. Je viens de vous dire que je viens de Pretoria, où les 7 candidats de notre groupe, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi,
Adolphe Mouzitou, Freddy Matungulu, Vital Kamere, Félix Tshisekedi et moi-même. Donc nous nous sommes retrouvés là-bas, soit les candidats étaient là eux-mêmes, soit leurs délégués, et nous avons signé donc une déclaration commune, j'espère que vous l'avez vue, et nous disons très clairement que au plus tard, les 15 du mois prochain, nous allons désigner un candidat commun, au plus tard. Et nous avons dit aussi clairement que nous ne boycotterons pas les élections, mais, et j'insiste, mais, nous ne laisserons pas organiser dans ces pays des élections truquées, des élections avec la machine à voter ou la machine à tricher, ou des élections avec un fichier corrompu. On ne laissera pas faire. Prêt à aller aux élections même avec la machine à voter? Je vous dis qu'on vient de signer une déclaration commune, vous l'avez certainement vu, et cette déclaration a été signée par les 7 dont je viens de citer. Et les vendredis derniers, nous avons été déposer un mémorandum à la CENI où ça a été signé plus que les 7. Il y a d'autres candidats présidents de la République qui ont aussi signé, comme le pasteur Théodore Ngoï, Marie-Josée Ifoku. Donc nous avons signé tous cette déclaration ou ces mémorandums. Nous avons remis à la CENI où nous disons clairement qu'il est nullement question de machine à voter. Pourquoi? C'est là où on veut insister. On parle des textes légaux. On parle de la loi, on parle de la Constitution, on parle du respect de la Constitution. Si vous regardez mon programme, une des priorités des priorités, c'est dans ces pays avoir un état de droit. L'état de droit commence par respecter les textes de loi. Ça commence par respecter la Constitution. La CENI est régie par les textes. D'abord par la Constitution, l'article 211, qui demande à la CENI d'assurer la régularité des élections, d'organiser des élections crédibles, transparentes, conformément aux textes. Les textes sont quoi? Les textes, c'est la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI. Les textes sont quoi? Les textes, c'est la loi électorale. Les textes légaux, c'est quoi? C'est les décisions prises par la CENI pour appliquer la loi électorale. C'est ça les textes. Et que disent les textes, ces textes-là? L'article 237 terre de la loi électorale dit très clairement que le vote électronique n'est pas accepté pour les élections à venir, les élections en cours. Et c'est très clair. Et la machine à voter, c'est quoi? C'est un vote électronique. Et nous n'en voulons pas. Alors, est-ce que nous sommes des fous? Ou bien c'est les autres qui ont perdu le nord? Regardez, nous disons, voici les textes. Mais opposez-nous, j'étais avec M. Nanga. Opposez-moi à autre chose. M. Nanga m'a demandé, M. Fayoulou, donnez-moi les textes qui obligent la CENI à radier les inscrits, les enrôlés qui n'ont pas d'empreinte digitale. Je lui ai pris sa décision du 19 février 2018, clairement, de la qualité des lecteurs. On a lu, il est dit que pour ceux qui sont enrôlés irrégulièrement et pour ceux qui ont dissimulé les, les faiblesses, j'ai oublié les mots, pour ceux qui ont dissimulé les incapacités, pour ceux-là, ces deux catégories-là, la CENI prend purement et simplement la mesure conservatoire des radiations. C'est écrit noir sur blanc. On parle de quoi? Permettez-moi de faire une parenthèse. La nationalité congolaise est une et indivisible. J'ai oublié la citation. Et une et exclusive. Voilà, une et exclusive. Dans vos déclarations, vous vous êtes dit favorable à la double nationalité, bien qu'avec quelques restrictions. Qu'est-ce qui a motivé cette idée? Parce que le texte est déjà là. La nationalité congolaise aujourd'hui, l'article 10
de notre constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. Aujourd'hui, il faut l'appliquer. Aujourd'hui, là où nous sommes, on ne l'applique pas. Il y a beaucoup de députés qui sont aussi français, belges, ainsi de suite. J'avais écrit à M. Minakou en 2014. Je lui avais écrit sur cette question-là. Parce que si vous avez un homme ou une femme téméraire, tenace, qui est condamné par une des lois votées par ces parlements, mais elle ou il peut mettre, comment dire, vos lois en danger. Parce qu'on peut contester et dire que ces lois ne sont pas des lois normales qui respectent la Constitution. Peut être déclaré de nul effet. Parce que voté par des comment dire, étrangers. Il y a des députés qui sont députés là, qui siègent actuellement, qui ont été recalés là pour cause de nationalité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais notre motivation, ma motivation à moi, pour ouvrir la nationalité congolaise, c'est très simple. Cette question-là, c'est une question très importante qui date depuis la conférence nationale souveraine. J'ai été à la conférence nationale souveraine, j'ai vu nos frères du Grand Kivu à l'époque qui posaient un problème, et à juste titre, et je les comprends. Et c'est pour cela que j'ai bloqué ça pour le 9 voisin. Mais pour les jeunes gens, pour nos enfants qui étudient, les enfants du Congo, qui sont à l'étranger, qui ont fait de très bonnes études, des études brillantes. Quand j'étais en France, il n'y avait presque pas de Congolais qui avaient fait HEC, ou des études commerciales. Il n'y avait pas de Congolais qui avaient fait ESSEC. Aujourd'hui, vous allez en France, vous trouvez des jeunes gens qui ont fait ESSEC, HEC, des EM Lyon, des grandes écoles de commerce. Vous allez aux États-Unis, la même chose. Mais pour certains d'entre eux, ils sont nés dans ces pays, mais ils ont des parents congolais. Pour d'autres brillants qui sont partis, mais à un moment donné, pour payer ces écoles qui coûtent énormément cher, ils étaient obligés de prendre la nationalité. Ils ont la nationalité, ils ont des compétences. Ces compétences, on en a besoin ici. Qu'est-ce qu'on fait? On les rejette? Non. J'ai dit que nous, on n'a pas de problème être français, belge et congolais, être américain, allemand et congolais, être... Non, on n'a pas ce problème-là. Le problème qui se pose, c'est être rwandais, burundais, et ougandais et congolais. C'est le problème. On n'a même pas de problème avec le Congo-Brazza ou l'Angola. De toutes les façons, quelqu'un de Congo-Brazza, il n'a pas intérêt à devenir congolais. Pourquoi? Il n'a pas intérêt. Donc, parce que les passages ici entre nous, c'est un problème. Tu prends le laisser-passer et tu vas. Et d'ailleurs, cette question pour le pays limitrophe est réglée dans mon programme par l'intégration régionale. Si vous lisez très bien, l'intégration régionale, au moment où nous n'aurons plus de barrières douanières, au moment où les hommes et les marchandises peuvent aller d'un pays à un autre, ces problèmes seront réglés. Mais pour la susceptibilité de nos frères, surtout du Kivu, nous avons bloqué ça pour le 9 pays limitrophes et nous avons ouvert pour tout autre, pour les compétences dont nous avons besoin. Ces jeunes gens-là ont souvent besoin de servir leur pays, mais ils se disent, je vais aller là-bas m'exposer. Il y a des gens qui ne prennent pas des risques comme nous autres nous avons pris et venir ici et directement, j'ai des enfants, il n'y a aucun de mes enfants qui a une autre nationalité que congolaise. Donc, ça ne me concerne pas. Ok? Je suis... moi-même, j'ai eu l'occasion d'avoir des propositions, des passeports. Quand j'avais des problèmes de visa à l'époque, j'ai dit non, je suis congolais et je reste congolais. Mais il faut viser loin. Voilà pourquoi nous avons ouvert et nous voulons la double nationalité ou plus de nationalités, parce qu'aujourd'hui, c'est suranné de penser qu'on peut bloquer la nationalité éternellement. Toujours dans votre projet de société, vous prenez le principe gagnant-gagnant. Mais vous savez tout autant que moi que le plus offrant a ses exigences et a plus de pouvoir d'imposer sa volonté. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à cet état de choses? Oui, mais ça dépend de la personnalité qui discute les caractères que vous avez. Les gagnants-gagnants, c'est un principe souvent dans la théorie des jeux où
quand 2-0, vous avez gagné. Non, mais vous pouvez gagner 5-2, mais vous avez gagné tous deux. Mais maintenant, ça dépend de la répartition. Gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est un principe coopératif, le jeu coopératif. L'étranger qui vient au Congo, qui amène son capital, il trouve au Congo des ressources que Dieu a données gracieusement au Congo, et c'est à nous. Mais il faut que cet étranger qui amène son capital, qui puisse gagner, ce capital doit être rémunéré, il doit gagner. Il faut que le Congo, qui a des ressources, qui a mis ses ressources à la disposition de cet expatrié-là, il faut que le Congo puisse gagner. Il faut que ces ressources produisent, parce que ces ressources-là ne sont pas là éternellement. Il faut que l'argent que ces ressources-là produisent puisse être investi ailleurs pour continuer à créer des richesses. C'est ça le principe gagnant-gagnant. Le principe gagnant-gagnant va plus loin. Même ici, chez nous, au pays, nous sommes aujourd'hui 80 millions, un peu plus d'habitants, qui gagnent. Le principe gagnant-gagnant dit que tous les enfants du Congo doivent gagner parce que nous sommes tous actionnaires, propriétaires de ces ressources. Comment voulez-vous que ce sont les gens du FCC qui doivent prendre l'argent du trésor public et dépenser comme ça pour donner à n'importe qui, réquisitionner le transport en commun de la ville, qui est un bien commun pour leurs besoins privés? Non, gagnant-gagnant, ça veut dire que tous les enfants, chacun, les enfants du Congo, à son niveau, selon ses capacités, il doit gagner parce que ces ressources... Et ce gain-là ne sera pas en notre défaveur? Quelle défaveur? Non. Gagnant-gagnant, vous savez, si vous allez au quartier de la Défense à Paris, vous allez voir des immeubles qui sont là-bas. Il y a beaucoup d'immeubles qui n'appartiennent pas à la France. L'équipe de Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est une équipe qui est achetée par, vous le savez. On vient de parler d'un président d'un club anglais qui a fait un crash dans son hélicoptère, Leicester. Ok? C'est un milliardaire, mais il n'est pas anglais. Mais il a acheté cette équipe. Mais le fait que lui, il ait acheté l'équipe, l'Angleterre perd. Non, c'est gagnant-gagnant. Lui, il gagne, l'Angleterre gagne. Tout le monde gagne. Aujourd'hui, si vous avez un milliardaire qui vient ici, il achète l'équipe de V-Club ou d'Aning Club Motema-Pembe ou n'importe quelle autre équipe. Renaissance ou une équipe congolaise, Mazembe ou Popo. Mazembe, c'est déjà une équipe qui a un niveau comparable à certaines grandes équipes. Mais si on achète ces équipes-là, vous allez dire que non, parce que le milliardaire russe vient d'acheter l'équipe de V-Club ou Renaissance, vous allez refuser? Mais ça va faire du bien à qui? Mais maintenant, si vous vous bradez vos ressources, cela, ce n'est pas gagnant-gagnant. Si vous allez donner parce que vous avez besoin d'une protection, je ne sais pas laquelle, vous dites aux Zimbabwéens, moi je vous donne ça, prenez tous les minéraux du Congo et prenez la gécamine pour me protéger. Mais ça c'est terrible. Ça c'est vous êtes faible, léger et vous manquez de caractère. Mais si vous faites de bonnes négociations, parce que la vie c'est ça, les gagnants-gagnants négocient. Mais si vous négociez par rapport à vos intérêts et que vos intérêts sont satisfaits et vous trouvez que vous êtes gagnant. Mais seulement ici, nous devons négocier pour que les Congos gagnent aussi et gagnent conformément ou au prorata de sa mise. Quel est le côté bon du système fiscal congolais? Non, le système fiscal congolais aujourd'hui est saturé. Il y a trop d'administration fiscale. Vous avez la DGI, vous avez la DGRAD, il y a trop d'administration fiscale. Il faut les centraliser. Ça, c'est un. Il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes. Il faut les rationaliser. Il y a beaucoup de niveaux de perception. Le niveau d'impôt sur le revenu, par exemple, est trop élevé. Et c'est pour cela que nous disons 30% d'impôt sur les bénéfices, nous voulons le ramener à 20%.
20% pour permettre à tout le monde de payer. C'est-à-dire, vous augmentez l'assiette, vous augmentez le nombre de gens qui sont contribuables et qui vont payer. Vous savez, vous avez des mécaniciens, à Kasavubu, Anjili, partout. Mais ils produisent des richesses. Ils travaillent. Mais ils ne payent pas grand-chose dans la caisse de l'État. Mais ils sont rançonnés par des agents des fiscs qui vont, comment dire, leur demander de payer. Mais si ces gens-là savent qu'ils vont payer une petite portion de leurs revenus à l'État, parce que l'État, avec ces revenus, va demain créer des infrastructures qui vont servir à tout le monde. C'est monsieur, cette dame, chacun payera correctement. C'est ça. Vous avez aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un produit intérieur brut d'à peu près 37 milliards 200 millions. Mais quand vous regardez la pression fiscale, si vous prenez une pression fiscale de 20%, ok? Si vous prenez une pression fiscale de 20-25%, nous devrions avoir entre 8, j'arrondis pour vous permettre de faire les calculs très facilement. Si vous amenez 37,2 à 40 milliards, ça vous fait 20%, ça fait 8 milliards. Okay? 25%, vous montez à 10 milliards. Donc, on devrait avoir, au niveau de la pression fiscale, les taxes, impôts, au moins 8 à 10 milliards de dollars. On ne les a pas. On ne les a pas parce que le budget n'est même pas de 5 milliards. Le budget, c'est généralement 4-5 milliards de dollars. Donc, vous n'avez pas ça. Et quand vous regardez la DGI, la DGRAD et tout ça, c'est tout ça qui ramène, c'est à peu près 2 milliards dans le budget de l'État. C'est triste et c'est ridicule. C'est pour cela qu'il faut avoir une fiscalité de développement. Taxer moins, imposer moins pour que tout le monde puisse payer. Parce que les entreprises paieront. Les entreprises n'auront pas de double comptabilité simplement parce qu'ils disent que ce que je paye, je préfère payer au lieu que je commence à triander. Les gens qui sont dans l'informel, nous devons le formaliser. L'informel, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas pris en compte par la comptabilité nationale, par la fiscalité nationale. Or, demain, si ces gens-là peuvent être pris en compte, ils ont une comptabilité et ils savent aussi qu'en retour, ils peuvent avoir des avantages, c'est-à-dire ils peuvent aller dans des banques avec leurs états sociaux, ils peuvent aller partout et demander des crédits et assurer leur expansion et les gens le feront aisément et vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. C'est pour cela que nous nous disons que demain, avec cette fiscalité de développement, nous pouvons récupérer dans le budget de l'État au moins 12 milliards. Et vous êtes journaliste et vous savez que M. Luzolo Bambi, quand il était ministre de la Justice et même maintenant dans ses nouvelles fonctions, il clame tout le temps qu'il y a 15 milliards de dollars de coulage tous les ans dans notre pays. 15 milliards. Et aujourd'hui, nous nous disons, avec la fiscalité de développement, comme nous voulons le faire, nous allons avoir au moins 12 milliards qui vont aller dans le panier et puis le reste viendra d'ailleurs. De l'investissement dans le citoyen pour le développement de la République. De quel citoyen parlez-vous et combien de temps vous faudra-t-il pour que cet investissement soit effectif? Investir dans les citoyens pour développer la RDC, c'est ça notre projet. Oui. Investir dans l'homme, dans la femme. Je sais pas, les femmes vont me tenir rigueur. Oui. Investir dans l'homme, dans la femme, c'est quoi? C'est-à-dire donner à cet homme congolais, à cette femme congolaise, les capacités, les compétences, la guérir, l'armer, pour qu'il soit cet homme, cette femme qui affronte la réalité d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, qui soit compétent. On le met dans n'importe quel milieu, il excelle. Donc, Fayoulou, vous êtes là, vous êtes dans un bureau des mobiles aux États-Unis, vous travaillez avec les Américains, il faut être à la hauteur de ces messieurs, de ces dames-là.
Et c'est ça, que nos jeunes gens qui sont dans les startups, qui puissent être capables d'avoir des produits qui soient compétitifs sur le marché international. Que le Congolais lui-même puisse créer, que les Congolais puissent avoir tout pour affronter son développement et bannir la pauvreté que nous avons aujourd'hui. Investir les capacités intellectuelles, le moyen. On donne à ces messieurs, à cette dame-là, le moyen nécessaire. On lui donne le système de santé nécessaire. On lui donne les capacités pour que lui, en retour, puisse produire pour son pays. Parce que le premier asset, le premier actif, la première richesse, pour faire très simple, que nous avons, c'est l'homme ou la femme. Donc c'est l'homme. Combien de temps cela va? Ben, ça va très vite. Mais vous regardez les pays comme le Singapour, comme la Corée du Sud et ces pays, combien de temps ça a pris? Nous avons déjà des gens ici, les Congolais, ont beaucoup de capacités, mais seulement il faut les canaliser, il faut les diriger. Et combien de temps? Combien de temps quand nous entrons en fonction? La première chose, nous mettons en place cet état de droit. Comme j'ai dit tout à l'heure, les lois de la République, le même pour tout le monde. La Constitution respectée par tout le monde. Le président de la République doit respecter son serment constitutionnel. Et donc, état de droit, vous savez ce qu'il faut faire. Nous mettons la sécurité et la paix. La sécurité et la paix parce que les gens doivent aller cultiver, doivent vaquer à leurs occupations correctement. J'étais parti au Nord Kivu. J'ai fait un meeting au stade Les Volcans. Je demandais aux gens, si demain, je deviens président de la République, que voudriez-vous que je fasse pour vous ici au Nord Kivu? Il dit, M. Fayoulou, rien d'autre que la paix, la sécurité, donnez-nous. Donc, Pour le Congo en général. J'arrive. Donc, investir dans les citoyens pour développer la RDC, c'est ça. Qu'est-ce que nous allons faire très rapidement? Donc, l'état des droits, la paix et la sécurité, et maintenant nous rentrons dans les domaines productifs, l'agriculture. Nous allons transformer tous les Congos en champs partout. Par exemple, la culture du maïs. Vous savez, les maïs aujourd'hui, nous pouvons cultiver le maïs dans presque toutes les provinces, du Congo. Et dans d'autres choses, le tourisme par exemple. Donc nous donnons du travail aux gens et nous avons l'argent pour continuer à investir. Investir dans les citoyens, l'éducation. Au moins 30% de notre budget doit être consacré dans l'éducation pour former les gens. Éducation, innovation, la recherche, pour que les gens soient aguerris. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'émission. Nous allons passer à Patrick Lokala qui va poser sa question. On vous répute d'être opposant radical du système kabyliste. Êtes-vous fier d'être qualifié par les uns et les autres comme un extrémiste? Alors, vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un opposant radical? Qu'est-ce que c'est qu'un extrémiste? Si j'ai dit je me conforme aux textes légaux, je me conforme à la Constitution, je me conforme à la loi. J'ai travaillé, je le répète, dans une société où nous avons deux choses fondamentales. Ce que nous appelons les Control Integrity Management System. Il faut que le système de management soit intègre. Donc, et puis, nous avons ce que nous appelons les OMS, Operation Integrity Management System. Les opérations doivent être intègres, c'est-à-dire conformes aux procédures. Si la procédure est désuète et complètement dépassée, il faut changer la procédure. Tant que la procédure est là en place, il faut respecter la procédure. Ce que j'aimerais demander à vous-même et aux gens qui me qualifient de radical, d'intégristes, qui me disent à quel niveau? Est-ce qu'on m'a dit que là c'était blanc et moi je dis que c'est noir? Vous dites qu'il est radical? Ou il est simplement quelqu'un qui veut montrer aux jeunes Congolais qu'il y a autre chose, qu'on peut se conformer aux lois et aux règlements, aux choses de la République, qu'on peut être honnête et intègre, qu'on peut ne pas être voleur comme les autres, qu'on peut ne pas être intéressé par l'argent.
C'est vrai, les gens me disent, mais écoutez, tu as laissé 100 000 $ là-bas, pourquoi tu ne vas pas le prendre? Mais non, je ne peux pas le prendre parce que j'ai besoin d'argent. Lorsque l'IDPS avait déclaré qu'elle irait aux élections avec ou sans la machine à voter, et qu'après, elle va signer quand même les communiqués de Pretoria, et qu'après la signature, elle ne participe pas à la marche contre cette machine à voter. Est-ce que ces différentes positions de l'UDPS ne gênent-elles pas l'unité au sein de l'opposition? Et est-ce que cela ne gêne-t-elle pas en telle enseigne que cela risque de compromettre les chances de Félix à être désigné candidat commun de l'opposition? Mais la question, là, il ne faut pas me poser à moi. Moi, je vous dis, je m'en tiens à ce qui est écrit. Je m'en tiens à ce que les gens ont dit, ce qu'ils ont signé. Et c'est tout. Donc, vous importe P, c'est ça? Écoutez, nous avons signé cette déclaration quand? C'est jeudi dernier. OK? Jeudi dernier. Jeudi le 25. Nous avons signé cette déclaration. Donc, vendredi, l'UDPS était absente de la marche contre la machine à voter. Oui, c'est un fait. Mais ça, vous posez la question à l'UDPS. Pourquoi elle était absente? Si elle était absente, vous posez la question à l'UDPS. Mais est-ce que cette absence ne gêne pas l'unité au sein de l'opposition? Tout à fait, ça peut gêner l'unité. Mais l'unité, c'est quoi? Si je vous comprends. Mais l'unité, c'est quoi? L'opposition, c'est quoi? C'est le peuple congolais. Fayoulou n'est absolument rien par rapport au peuple congolais. Les comportements que nous devons avoir, moi en tant que leader, c'est canaliser les aspirations du peuple. Si je comprends que le peuple a un petit décalage, je dois discuter avec ce peuple. Mais comme avait dit Rossi Chimanga, le peuple gagne toujours. C'est le peuple. Si le peuple se trompe dans son ensemble, si toi, leader, tu ne peux pas changer la position du peuple, ou tu arrêtes, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Et sinon, il faut trouver les moyens d'être en harmonie avec ce peuple. Mais par rapport au libéralisme que vous prônez sur votre programme, est-ce que, moi je me pose la question sur à quel moment de votre gestion allez-vous l'appliquer? Parce que j'estime que si vous le faites au début, le Congo ne produit pratiquement rien et que si nous nous ouvrons au libre-échange, au libéralisme, le Congo perdra. Et comment vous comptez programmer la mise en place de votre libéralisme économique? Le programme, si vous l'avez lu, et je vous recommande de lire, nous avons donné les 6 piliers. Le premier pilier, effectivement, c'est le social-libéralisme, notre doctrine politique. Ce n'est pas le libéralisme tout court. Oui à l'économie des marchés, oui à la propriété privée, oui à la concurrence, mais cette concurrence pure et parfaite a des limites. C'est pour cela une dose de l'État, une dose de la régulation étatique est nécessaire pour faire ce qu'on appelle le social-libéralisme, c'est-à-dire l'État aussi intervient dans les marchés, dans certains domaines, pour réguler ces marchés. Donc, nous sommes capables, demain, avec le social-libéralisme, d'amener ces pays. C'est-à-dire l'égalité, la liberté, la solidarité. Il faut que ces éléments soient là. Mais la liberté est tellement chère pour les libéraux, comme vous dites, mais les sociaux-libéraux viennent avec cette régulation de l'État pour ne pas qu'il y ait quelqu'un dans la société qui puisse déstabiliser cette liberté. Honorable, j'ai une petite question pour vous, vu le temps nous presse déjà. Alors, on a trop décrié la manie des opposants et voire même l'opposition s'il faut faire une extrapolation institutionnelle, quitter les individus vers des structures. On avait un moment tendu dans le chef de ceux qui sont en rassemblement, que ceux qui étaient partis au gouvernement avaient trahi. Ils ont entamé largement l'esprit de Genval pour avoir accepté de composer avec le pouvoir en place. Alors, ma préoccupation serait de savoir si au moment où ils étaient reprochés de ces faits-là, la réponse qui était réservée dans leur côté, c'était plus, il fallait entrer dans le système pour voir comment changer les choses. Aujourd'hui, l'argumentaire que j'ai attendu en passant par un de vous, c'est-à-dire ceux qui sont du côté rassemblement, vous avez accepté d'entamer le processus électoral avec les autres, déposer vos candidatures, quand bien même vous n'étiez pas d'accord avec la machine à voter, c'était pour se mettre en lice
de ces cadres référentiels-là, qui est la loi électorale et puis le calendrier qui a été fixé par la CENI. Et ne pensez-vous pas que vous étiez déjà entré dans un système tronqué et ce serait un peu vous contredire si vous disiez, le cas échéant, à ceux qui sont partis au pouvoir, parce qu'ils sont aussi entrés dans le système pour lutter à l'interne, et vous aussi, par extrapolation, si je fais faire un mimétisme, mutatis mutandis, servandis servatis, dans ces cadres-là, vous êtes aussi partis dans le processus électoral tout en luttant, au lieu de le faire en dehors. Et ne voyez pas que c'est vraiment une contradiction? Voilà. Non, ce n'est pas une contradiction. Simplement, regardez, on nous dit que les élections auront lieu le 23 décembre 2018. On a discuté calendrier, mais on a dit, bon, le calendrier est là, le calendrier, on a pris le calendrier. Mais nous avons dit, ok, il faut organiser les élections selon ces calendriers, selon la loi électorale. Alors, on nous dit, et nous avons commencé les combats depuis longtemps, depuis qu'on a institué la loi électorale, pardon, la machine à voter, nous avons commencé les combats contre la machine à voter. Et d'ailleurs, M. Nanga a mené la machine à voter à la CENCO. Et vous savez qu'on a failli l'inscrire, non la machine à voter, dans l'accord. Mais bon, comme on a dit que non, la loi déjà ne permet pas le vote électronique, donc il faut laisser tomber. Mais dites-moi... La loi ne permettait pas aussi le troisième mandat, mais on a quand même dit que le président n'allait plus se représenter. Non. Où est-ce que vous avez dit ça? Dans l'accord, c'était... Non, 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 s'il vous plaît. Ça, écoutez, je vais vous l'expliquer l'accord plus tard. Nulle part. L'accord dit ceci, que le mandat de M. Kabila ayant terminé le 19 décembre 2016, ok, il ne peut pas briguer un troisième mandat. Voilà, c'est écrit. C'est ce dont je parle. C'est ça. Il ne peut pas. C'était prévu déjà dans la Constitution. Mais bien sûr, on renforce. On a renforcé. Pourquoi on n'a pas renforcé vous dites que la machine à voter? S'il vous plaît, monsieur. Vous dites que l'accord a parlé, a accepté le troisième mandat. Vous dis non. Je vous donne ce que l'accord a dit. Il ne faut pas dire une chose. Non, je n'ai pas accepté, défendu. C'est-à-dire pour renforcer. Pourquoi on n'avait pas renforcé en ce qui concerne la machine? Non, mais ça, parce que ce n'était pas le cas. La machine à voter, la question ne s'était pas posée avant. Donc, comme on a arrêté M. Nanga sec, donc c'était à lui de comprendre. La machine à voter n'était pas dans les calendriers, déjà. La preuve, parce qu'il a accepté ce qui a été dit là-bas. Ce n'est pas dans la loi électorale, ce n'est pas non plus dans les calendriers. Et dès qu'il a surgi avec ça, on a dit non. Alors maintenant, si le 8 août, la date limite des présentations des candidatures, nous n'étions pas enregistrés, qu'est-ce que M. Nanga et M. Kabila allaient faire? Ils allaient tout de suite enlever la machine à voter, ils allaient tout de suite enlever les fictifs, les 10 millions de fictifs, et pour dire, bon, voilà, allez. Et là, on était cuits. Nous avons dit, écoutez, ils veulent nous piéger, mais, comme dirait Papa Wemba, ok? Vous pouvez traduire en français. Donc, alors, ils voulaient que nous soyons piégés. Nous avons dit non. Allons-y jusqu'au bout. Enregistrons, nous. Mais nous continuons ces combats-là et nous disons ceci. Nous ne boycottons pas les élections, c'est clair. Mais nous ne laisserons pas organiser dans ces pays les élections avec la machine à voter, avec les fictifs, les élections contrairement à la loi. Donc c'est très clair. La CENI a recalé certaines candidatures. Pardon? La CENI a recalé certaines candidatures. Oui. Alors, nous voulons quand même connaître votre point de vue personnel alors par rapport à cette décision. Est-elle juste, sentimentale, bien c'est comment? Juste parce que vous avez des gens qui sont dans les mêmes conditions, qui sont passés. Il y a des gens qui sont belges ou autres qui sont passés. Il y en a qui ne sont pas passés. Il y a des gens qui... mais pourquoi on n'a pas permis à Katumbi de rentrer au Congo? Pourquoi on n'a pas permis? Pourquoi on a recalé Adolphe Muzito? Il y a des gens qui sont d'un parti, ok, X, mais aujourd'hui ils sont candidats des partis Y. Pourquoi on les a laissés? C'est ça le problème. Pourquoi on a recalé Jean-Pierre Bemba? Et il était dit clairement que cette affaire de surbonation des témoins dans la loi congolaise n'était pas reconnue.
Parce que la loi reconnaît la corruption et que le droit pénal, c'est très strict. Les mots sont à leur place. Je vais être ici très simple. Les mots sont à leur place. Il y a des gens qu'on a recalés. Moi, j'ai quelqu'un qui a été recalé à Walungu. Il avait tout son dossier complet. Mais parce que des gens de la CENI ont peur de lui, ils l'ont recalé. Et nous avons fait les recours à la Cour constitutionnelle. Recalé toujours. Donc c'est injuste. En 2017, vous avez posé un acte patriotique, je peux dire, en restituant votre émolument au Trésor public. Nous voulons quand même connaître la suite de cette décision-là jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, merci d'abord pour reconnaître ça. Acte patriotique. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends pas les indemnités. Non. Je ne suis pas député pour, comment dire, hors mandat. Je ne peux pas être illégitime. Non. Donc, je veux montrer... Vous allez quand même à l'Assemblée nationale? Non. Mon mandat est terminé. Je ne veux pas. Mon mandat, il faut montrer aux jeunes Congolais. Les jeunes Congolais ont besoin des modèles. Ont besoin des modèles intègres. Pas n'importe quel modèle. Pas des farfelus, pas des voleurs. Pas des gens qui distribuent l'argent, qui volent l'argent de l'État et qui le distribuent et ils sont contents. Mais est-ce que les gens comme M. Ramazani, parlons de lui, est-ce qu'il peut nous montrer l'argent qu'il a donné aux journalistes et aux musiciens et tout ça? Où est-ce qu'il trouve cet argent? Il est payé combien? Combien il est payé? Tous ces gens-là qui se pavanent ici dans la ville pour dire, ils bombent le torse, que je suis riche, j'ai de l'argent. Mais qui a des arrière-parents ou des parents qui lui ont laissé un héritage comme je ne sais pas qui, et ils peuvent se dire aujourd'hui, moi j'ai travaillé. Trump peut dire, oui, moi je suis milliardaire, j'ai travaillé. Il va montrer, et c'est connu. Mais ils ont travaillé où? Quelle richesse ils produisent? Ils ne produisent aucune richesse. Nous disons dans notre programme, la trilogie, état des droits, création et partage des richesses, et puis développement humain. Et ça sera fini demain. Tu voles, tu vas en prison. Tu voles, tu n'arrives pas à justifier tes biens, on te prend tout et ce sera sans pitié. Les bonnes choses ne durent pas. Monsieur Fayoulou, en un mot, êtes-vous prêt? L'opposition congolaise est-elle prête à battre campagne? Mais tout à fait. Nous sommes très prêts. Nous avons dit que au plus tard, le 15 du mois prochain, nous allons désigner un candidat commun. Nous sommes prêts, mais nous ne serons pas prêts. Nous avons combien de milliers de candidats à l'élection législative nationale et législative provinciale et à la présidentielle? Nous avons des candidats partout. Nous sommes représentés partout dans les recoins du Congo. Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi à Bandundouville, manifestation. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kisangani, à Goma, à Bukavu, même à Mbandaka. Vous avez vu? Donc nous allons continuer et vous allez voir que l'opposition est partie. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lubumbashi. Nous étions à Lubumbashi, on nous a refusé de parler au public parce qu'ils ont eu peur. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Qui nous laisse faire nos manifestations parce que nous allons continuer. Le message que je donne au peuple congolais, les manifestations continuent. Nous allons encore donner le programme, notre plan d'action, parce que il est nullement question que la machine à tricher soit utilisée. Il est nullement question que nous allions aux élections avec un fichier corrompu. Et ça, ils pourront tout faire. Nous n'accepterons pas ça. Et le peuple n'accepte pas. Et nous disons à ces peuples de rester fermes, de ne pas donner la chance à des tricheurs pour demain saboter les Congos. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Ituri? C'est là où on devait mettre l'argent. Qu'est-ce qui se passe à Beni? Qu'est-ce qui se passe dans les Kasaï? Les gens meurent de faim. Et vous venez ici distribuer de l'argent. Les gens n'ont pas d'hôpitaux. Il y a eu un accident ici pour avoir des ambulances, pour avoir un hôpital décent, pour soigner les gens. Impossible. Et vous venez ici, vous bombez les torses, vous dites que vous avez l'argent. Mais vous n'avez pas honte? Malheureusement, ou heureusement, que les ridicules ne tuent pas. Vous parlez de les questions pleuvent dans ma tête, mais c'est la dernière question cette fois-ci. Martin Fayoulou s'est retiré au profit de quel candidat? Quel est le profil du candidat au profit duquel vous vous retireriez? On n'a pas le temps. Et regardez nos documents. Nous avons mis les critères et c'est les groupes qui choisissent.
Si les groupes choisissent Fayoulou, c'est bon, je suis là. Si les groupes ne choisissent pas Fayoulou, c'est bon, je continue. C'est les groupes. C'est une affaire du peuple. Le peuple congolais a dit, ne nous décevez pas. Choisissez un candidat commun. Le peuple congolais a dit, ne nous décevez pas. Pas de machine à voter. Et c'est ça que nous faisons. Donc, ce n'est pas au profit d'un candidat Kingandi. Non, c'est les groupes qui décident. Et ce que le groupe décide, Fayoulou doit se conformer et mon petit groupe aussi, mon sous-groupe, doit se conformer par rapport à la décision du grand groupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci au peuple congolais. Que Dieu bénisse le Congo et nous allons gagner parce que le peuple gagne toujours. C'était le magazine État de la course. Nous avons reçu pour vous le candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain, M. Martin Fayoulou. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à toute l'équipe technique qui a concouru pour la réalisation de cette émission. Dites aussi merci à la direction générale. Portez-vous bien. Bye bye.